Nous avons aussi le très grand plaisir d'accueillir son Excellence, M. Othman El Feldaous, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc. Il a accepté de prendre part, aux côtés de Mme Godal Khouri, directrice du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, à l'ouverture de cette rencontre intitulée « La musique en résilience du live au digital ». Excellence, Monsieur le Ministre, la parole est à vous. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous, surtout de revoir un certain nombre de visages qui me sont familiers. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on se voit physiquement, mais bon, on est confinés, disciplinés, j'allais dire. La première chose que je voudrais dire, c'est d'abord remercier l'UNESCO pour cette initiative et puis les nombreuses autres initiatives. On ne se rend pas compte, mais c'est un travail très important qui est fait. Et je voudrais dire que la musique a une place un peu particulière dans ma vie, moi personnellement, parce que c'est ce qui me permet, si vous voulez, d'avoir mon petit retrait sur moi-même. Et je pense que tout le monde est dans cette situation. Moi, ça fait presque 11 ans que je fais la navette entre Casablanca et Rabat. Et donc, j'écoute beaucoup de musique sur l'autoroute. J'ai coutume de dire que ma patrie, c'est l'autoroute, mais c'est surtout les AirPods pour écouter un petit peu ce qui se fait. Ça va de la musique que vous connaissez, des gens de ma génération, jusqu'à dernièrement, je crois que c'est un symptôme d'ailleurs, j'écoute des musiques vous savez, les vidéos sur YouTube avec le bruit de la pluie qui tombe avec l'orage, qui vous met, et c'est une forme de musique. Alors je voulais justement qu'on essaie de penser la musique à travers la notion du son, parce que le silence n'existe pas en vérité. Dès que vous êtes né, même quand vous dites rien et que vous avez les paupières fermées, vous entendez les battements de votre cœur, vous entendez la marée de la mer, la respiration, etc. Et c'est cette alliance entre le son et le geste qui fait la musique. Et moi, j'ai toujours été très impressionné par la capacité des musiciens à rappeler quelque chose qui est inné en vérité chez tout le monde, qui est la grande harmonie dans l'univers. Donc tous les musiciens sont des mathématiciens qui s'ignorent ou pas. Et si vous vous souvenez de vos cours sur Pythagore, vous savez que la longueur de la corde et de l'instrument, elle a un rapport direct avec l'ordre mathématique. Et donc, ce sont des suites logarithmiques qui permettent aux musiciens de créer l'émotion. Et ça m'amène à la question des instruments. Quand vous rallongez au tiers la longueur de la corde, vous avez une quinte qui s'ajoute. Et c'est dans ces écarts logarithmiques que vous avez une émotion qui se crée. Et donc, en réalité, les musiciens sont des mathématiciens, ce sont des psychologues, il y a un esprit encyclopédique, et tout part à partir du geste du musicien par rapport à l'objet. Et donc, moi, j'ai toujours été très impressionné, respectueux des musiciens. Et je trouve qu'ils ont un rôle très important. Alors, pourquoi je rappelle tout ça et le rapport avec les mathématiques? Parce qu'aujourd'hui, on voulait parler de digital. Donc, le digital, précisément, c'est le binaire, c'est 0,1, ce sont des mathématiques aussi. Et j'aime beaucoup aussi la formule Visa for Music, parce qu'il y a aussi cette notion de mobilité. Et c'est une mobilité à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Dans le temps, moi, je pense que chacun d'entre nous s'est interrogé sur comment est-ce qu'un homme préhistorique réagirait à un set de DJ de 2020. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que je pense qu'il réagirait très bien. Et pareil, de la même manière que nous, on réagit très bien à des tam-tams et à des rythmes et à des tambours qui remontent du fond des âges. Et donc, je pense qu'il y a cette mobilité dans le temps et puis la mobilité dans l'espace. Et c'est là qu'on va arriver à notre sujet sur l'économie de la musique et de la culture. C'est que, on ne le dit pas assez, mais en fait, les barrières à l'entrée pour les jeunes dans l'économie de la culture sont très basses. Un jeune, même s'il n'a pas fait les études qu'il faut, même s'il lui manque quelques soft skills pour être employable, mais du moment que vous lui mettez une guitare ou un ballon dans les jambes, il passe tout de suite en première division mondiale et il est capable, et d'ailleurs les jeunes musiciens marocains l'ont montré, ils sont capables de jouer en première ligue directement et très facilement. Alors le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est sur cette économie digitale. Comment est-ce qu'on fait pour garder un maximum de cette valeur chez nous et que ça se transforme, que ce potentiel de capital immatériel se transforme en valeur ajoutée localisée au Maroc et
à partir de la population marocaine. Alors, je voulais, moi, à travers ce petit mot introductif, après je vais vous laisser à la conférence et au débat, mais je voulais d'abord passer un message aux jeunes Marocains qui sont aujourd'hui inscrits dans les instituts de formation en musique, danse, etc., tous les métiers culturels. Et je sais qu'il y a une tentation de se dire dans un temps de crise comme celui-là, c'est une crise symétrique qui touche tous les pays, toutes les familles, tous les ménages, toutes les entreprises de la planète. Je sais qu'il y a cette tentation et peut-être même des pressions de l'environnement social, familial, etc., de dire attention, ne t'engage pas dans une carrière culturelle parce que ce n'est pas le moment, il faut assurer l'essentiel. Et il y a peut-être beaucoup d'étudiants qui se posent des questions sur leur vocation artistique, culturelle, musicale. Et je voudrais leur passer un message de confiance, leur dire que le monde n'aura jamais autant besoin de cette résilience culturelle et musicale. Et que je pense qu'au contraire, on va vers un monde qui... On était avant dans un monde d'interdépendance, mais sans solidarité. Et aujourd'hui, on va vers cette interdépendance dans la solidarité. Et je crois que c'est important qu'on construise ce monde ensemble. Et donc, c'était un message pour dire, au contraire, par pitié, gardez vos vocations et continuer. Le moment de la crise, ce n'est pas le moment où il faut aller sur le marché du travail. Au contraire, c'est le moment où il faut prolonger ses études. Si vous pouvez prolonger vos études et améliorer vos capacités techniques, votre entraînement, etc., c'est le moment de le faire parce qu'aller sur le marché du travail aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc, je voulais passer ce message d'espoir aux jeunes pour leur dire il faut absolument continuer dans vos vocations, d'abord parce que la crise va amener des changements qui n'étaient pas prévus initialement, et puis aussi parce qu'on n'aura jamais autant eu besoin de ces éléments-là. Alors, je voulais aussi dire qu'il y a en rapport avec cette question des vocations artistiques, il y a surtout la question du respect. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un système où les musiques, les différents types de musique, vous savez, les Marocains sont un peuple vraiment très musical. Aujourd'hui, on a eu la reconnaissance du style de Tagnaouit par l'UNESCO, mais on va probablement travailler aussi sur le Jilala, Ahmed Shah, Ahidous, Ala. Tous ces éléments immatériels sont très importants et il va falloir qu'on les pousse au même titre. Et on a posé un exemple qu'on va essayer de passer à l'échelle. Et dans ce cadre-là, la question du respect elle est fondamentale. Il y a des personnes qui n'osaient pas dire avant que leurs parents étaient gnaouis. Il y a des personnes qui n'osent pas dire aujourd'hui que leurs parents sont professeurs de musique, etc. Et il faut sortir de cette question du respect. Et je crois que le respect, il passe notamment par la question de la protection sociale. Et donc, dans le cadre du plan de relance du gouvernement, il y a cette question qui va être mise sur la table de la protection sociale et notamment de la protection sociale des artistes. C'est un sujet qui est devant nous, qu'il va falloir travailler. Ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile, mais il va falloir aller vers cette protection sociale parce que ça fait partie du respect qui est dû à l'artiste et de rendre la place de l'artiste ou de l'entrepreneur social ou culturel dans la société marocaine. C'est très important dans le cadre de cette réflexion sur le nouveau modèle de développement. Et il y a deux choses pour moi qui sont fondamentales. C'est la place de l'enseignant dans la société marocaine et puis la place de l'artiste et de l'entrepreneur culturel dans la société marocaine. Et ça passe notamment par une revalorisation j'allais dire, notionnelle de ces métiers-là. Et dans ce cadre-là, on va essayer de faire tous les efforts pour aller vers cette protection sociale. Je voulais dire aussi que tout à l'heure, j'ai parlé des logarithmes et de la longueur des cordes. En fait, le rapport à l'instrument est très important, et en particulier dans la culture marocaine. Vous savez, on a toujours parlé du mojo dans la guitare de B.B. King, par exemple, mais vous avez aussi le mojo dans le gindri marocain, vous avez le mojo dans le kamanja, vous avez le mojo dans tout un tas d'instruments. Et dans ce cadre, je voulais remercier la coopération belge de Wallonie, qui nous a fait un don de 153 instruments, donc des guitares, des violons, des clarinettes, des pianos, etc., et qui vont être distribués dans les conservatoires du royaume. Donc, je pense que ça part aussi de ce souci de l'instrument, du souci de la maintenance de cet instrument. Donc, il va falloir qu'on travaille aussi sur la formation des réparateurs d'instruments, parce qu'une fois que vous avez cet objet entre les mains, et on a tout un tas d'instruments qui sont dans les maisons, dans les écoles, etc., mais qui ne sont pas réparés et qui peut-être même ne sont pas réparables par manque de compétences. Donc ça aussi, pour moi, c'est une question qui est prioritaire, de mettre en place cet écosystème de compétences pour que ces instruments reviennent sur le marché, que les enfants puissent les... Moi, j'ai été très impressionné ces derniers jours avec le département de la jeunesse. On a fait des compétitions nationales,
virtuel. Hein. Donc, il y avait notamment, ça a commencé par une compétition d'instrumental de l'hymne national marocain. Et c'était très intéressant parce qu'on n'était pas du tout dans ce qu'on aurait pu appeler le watanonisme. On était vraiment dans quelque chose de très intéressant. On a les vidéos nous mettaient dans… Moi, j'ai vu toutes les vidéos de tous les candidats, même ceux qui n'ont pas été sélectionnés, etc. Et c'est très important parce qu'on est tout de suite projeté dans le salon, dans la salle à manger de ces familles marocaines. Et vous voyez ces enfants qui jouent avec des pianos électriques, avec des tambours en fabriquant. Il y en a qui ont joué avec des trucs en plastique, des instruments de cuisine. Enfin, et on a eu des remontées incroyables. Je vous invite à aller sur la page Facebook du ministère de la Jeunesse. Il y a eu des hymnes nationales à la guitare qui m'ont arraché la larme à l'œil. Hein. Il y a eu un hymne national joué à la clarinette façon Montmartre. Vraiment, c'était très intéressant. Et c'est cette ouverture, moi, que je trouve intéressante parce que l'art et la culture créent ce lien social, cette cohésion. Et vous savez, pour reprendre un peu ma casquette technocrate, il y a un vrai lien entre la cohésion sociale, la capacité du tissu associatif et la croissance économique et l'adoption technologique. Et ça, ce sont des liens qui sont démontrés. Hein. Il y a un économiste qui s'appelle Richard Florida qui a fait des travaux là-dessus en partant de la ville de San Francisco, en étudiant le rôle de la classe créative à San Francisco dans l'économie en général, hein, pas en restant juste dans le secteur artistique, mais vers tout le reste, l'adoption technologique, la cohésion sociale, la résilience économique. Et il a démontré, chiffres à l'appui, et vous savez que cette classe créative, on en a au Maroc. Hein. On a une classe créative à Marrakech, on a une classe créative à Tanger, on a une classe créative à Casablanca, à Rabat. Donc, il faut vraiment remettre sur la table cette question de la culture et de l'économie culturelle comme un vrai potentialisateur de la croissance. Et par-dessus le marché, un potentialisateur qui a un potentiel de mobilité internationale. Visa for Music, dans Visa for Music, il y a Visa. Et il y a notamment le fait qu'on puisse faire vibrer le monde entier d'un seul coup. Et d'un seul coup, votre marché, c'est le monde. On n'est pas comme dans, par exemple, je donne un exemple que je connais bien, le secteur de l'offshoring, où vous êtes dans un bassin qui est francophone, donc vous avez 800 millions de francophones, quelque chose comme ça, et vous êtes tout de suite dans un bassin donné. Mais là, avec la musique, vous partez tout de suite vers un marché planétaire et mondial, et ça peut tout de suite monter très haut. Donc, pour que tout ça soit possible, il y a un certain nombre de prérequis. Donc, on a parlé des droits d'auteur, qui est un sujet qui est sur la table, qui est au Parlement. On a parlé des questions de formation qui sont très importantes. Et donc, j'espère que en vous brossant ce panorama un petit peu large, on a une idée que le plus important, c'est de partir vers de professionnaliser cette économie de la culture et surtout d'écouter les professionnels, d'écouter les amateurs, d'écouter les jeunes talents. Vous savez que le ministère de la Culture a lancé hier les cahiers de charges pour l'appel à projets pour les projets culturels. Donc, il y a 12 millions de dirhams pour les projets de musique, chorégraphie, danse, art de la scène, etc. Et ça, c'est très important parce que c'est un appel à projet qui est destiné aux artistes, donc détenteurs de cartes d'artistes qui vont être très bientôt à peu près plus de 10 000. Hein. Je crois qu'on est juste en dessous de 13 000 détenteurs de la carte. Et je pense que c'est très important pour nous de dédier des moyens pour que ces gens-là, non seulement puissent passer cette période qui est difficile. La période est difficile pour tout le monde. Hein. La période est difficile parce qu'on est tous confinés ou à moitié confinés. Et puis, le secteur de la culture a subi un certain nombre de difficultés, notamment dues au confinement. C'est un secteur qui va redémarrer plus tard que les autres. Et c'est un secteur qui nécessite pour redémarrer un certain nombre de prérequis qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs qui peuvent redémarrer plus rapidement. Donc, je vous donne un exemple. C'est un peu comme dans l'industrie lourde. Hein. Vous savez, il y a certaines usines dans l'industrie lourde. Il y a un four, vous ne pouvez pas l'éteindre et le rallumer du jour au lendemain. Si vous l'éteignez, vous mettez une semaine à le redémarrer. Ben, c'est la même chose hein, pour les festivals, les événements culturels, la programmation culturelle. Tout ça, ce sont des secteurs dans lesquels le redémarrage nécessite un certain nombre de prérequis qui font qu'il faut le prévoir bien à l'avance. Donc, dans ce cadre-là, l'appel à projet était destiné justement à permettre à ces artistes de passer ce cap un petit peu difficile en attendant la rentrée de septembre. Et puis, on espère qu'on va pouvoir revenir à des événements, du spectacle vivant, de la programmation. Et tout ça, ça va dépendre justement des paliers de déconfinement sanitaire qui vont venir dans les mois qui viennent. Donc, je pense qu'il faut se préparer et surtout se préparer au monde post-Covid parce que les choses vont plus être comme ils étaient avant. Hein. Ça va être très difficile de refaire exactement, de reproduire les mêmes recettes.
mais il va falloir adapter et justement faire preuve de créativité. Et c'est là que j'ai toute confiance dans les acteurs culturels dont le métier, c'est la créativité, justement, pour trouver les voies et les moyens d'innover, de se différencier, de se démarquer et justement de nous produire une reprise culturelle qui va être du feu de Dieu, j'espère. Donc voilà, je vous remercie pour cette invitation et pour m'avoir donné la parole. Je vais, évidemment, j'ai d'autres problèmes à gérer ce matin, donc je vais vous quitter, mais ce soir, on me fera un rapport complet, j'espère, sur la teneur de vos discussions aujourd'hui. Et j'espère qu'on va pouvoir retenir un certain nombre de propositions peut-être, ou d'idées, ou j'allais dire, d'alertes même sur un certain nombre d'aspects qui peut-être nous auraient échappé. Et on essaiera de se revoir. J'espère voir Madame Golda El Khoury très bientôt, peut-être même dans mon bureau à bonne distance, masqué. Et comme ça, on pourra faire le suivi de cette conférence aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole et puis je vous souhaite d'excellents débats. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Golda El Khoury va prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous. Ça a été un honneur et merci de vos bons mots et de votre témoignage.